demander un deuxième. Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Roland-Garros, J-6. Et aux surprises, c'est un Raphaël Nadal en pleine confiance qui va débouler porte d'Auteuil. Rafa, au cours d'un nouveau bras de fer, a fait plier Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Rome. Une victoire, une vraie, qui a évidemment plus de signification que le succès de l'Espagnol face aux Serbes à Monte-Carlo. Je vous rappelle que le numéro 1 mondial venait d'apprendre le décès de son grand-père. Si Nadal sera ultra favori porte d'Auteuil, le tournoi féminin, lui, sera très ouvert. Sharapova, qui a conservé son titre au Foro Italico, est en forme, tout comme Lina, qui était finaliste à Rome également. Lina, je vous le rappelle, c'est la tenante du titre à Roland-Garros. En forme également Serena Williams et à un degré moindre Victoria Azarenka, la numéro 1 mondiale, même si les deux jeunes femmes ont quitté l'Italie sur un forfait, mais un forfait de précaution. Bref, mes amis, les sujets de discussion ne manquent pas. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les chances du tennis français masculin pour ce Roland-Garros, bientôt 30 ans après la victoire de Yannick Noah. Pourquoi les joueurs français n'y arrivent-ils toujours pas à Paris ? Pour répondre à cette question, à mes côtés, deux journalistes qui, au fil des années, je ne dirais pas combien, sont devenus des figures de Roland-Garros. Jean Coercel, fondateur et patron de Tennis Magazine, dont voici le dernier numéro, qui est juste au bout de la table, l'indispensable numéro pré-Roland-Garros. Jean, bonjour, bienvenue dans cette émission. Et puis, à ma gauche, Lionel Chamoulot de France Télévisions, France Télé, qui va retransmettre le tournoi pour la 24e année. Messieurs, on commence avec Jean. Jean, l'image de la semaine. Eh bien, pour moi, l'image de la semaine, c'est justement la finale féminine de Rome. Finale au déroulement, au scénario invraisemblable. Oui, on y reviendra, absolument. Très féminin, si je puis dire. Et puis avec surtout une fin de finale échevelée, avec un comportement, je dirais, stoïque des deux finalistes, parce que attendre aussi longtemps pour jouer un tie-break, c'est assez exceptionnel. Et puis elles jouer sur un terrain aussi glissant, sans protester outre mesure, c'était très courageux. Lionel, qu'avez-vous retenu de ces jours derniers dans l'actualité tennis ? En fait, c'est pas une image, c'est de l'écrit, moi. C'est le livre de Raphaël Nadal qui sort en français et où on comprend bien en lisant ce livre pourquoi, de nouveau, il fait mal à Djokovic. Parce qu'on sent avec lui et sa famille et surtout son oncle, qui est bien sûr son entraîneur, Tony Nadal, à quel point ils sont exigeants, à quel point ils sont perfectionnistes, et ça explique beaucoup de choses, et dans la mentalité de Raphaël Nadal, et dans son envie toujours de progresser, d'être le meilleur et d'accumuler les titres. Et je trouve que rien que pour ça, c'est intéressant, ça peut toucher tous les sportifs. Hein. On comprend bien ce qui se passe dans la tête de champions comme lui, c'est bien écrit, je trouve, là-dessus. Notre capitaine a changé de chaise, mais il est toujours fidèle au poste. Salut Jean-Paul. Aucune image en tête. Ne me posez aucune question. Il faut qu'il se repose avant Roland-Garros, Jean-Paul. Je dois me concentrer sur ce qui va arriver, donc ce qui vient de se passer, hormis le fait que j'attendais que vous en parliez tout à l'heure, que Bartoli, qui devait déclarer la guerre à tout le monde, est encore perdu au premier tour. J'espère qu'elle va être présente à Roland-Garros et qu'on ne va pas voir que les garçons qui pourraient éventuellement s'imposer sur la terre ocre d'Auteuil. Donc voilà, c'est une image en devenir. À la fin de l'enregistrement de cette émission, il va sauter dans le métro pour avaler les 10 stations qui nous séparent de la porte d'Auteuil à Roland-Garros. Oui, c'est parti. Salut cher Julien Pichenet, rassure-toi, tu ne vas rien manquer de cette première journée des qualifications de Roland-Garros, dont le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants, pendant que nous enregistrons cette émission. Et si le temps pourri sur Paris nous le permet, parce que c'est pas extraordinaire. Qu'as-tu retenu Je pourrais dire la pluie, parce qu'il pleut à Nice, on n'a pas joué lundi, il a plu pas mal à Rome et il a fait un temps dégueulasse à Paris également lundi. Il n'a pas plu à Strasbourg. J'espère, voilà, il pleut jamais sur Strasbourg. Ça y est, les filles. J'espère que ça va s'arranger, mais sinon je suis un petit peu ému parce qu'on a quand même un beau plateau. La première fois que j'ai regardé un match de tennis en entier, il était commenté par Lionel Chamoulot. J'ai acheté Tennis Magazine 15 jours après. Donc, tu vas nous tirer des larmes de jeunesse qui reviennent. C'était Lecomte Chesnokov en 90. Ouais. Me concernant, je voulais tirer un coup de chapeau à Kader Nouni. C'est l'un des arbitres français qui officie sur le circuit.
Jean en parlait, Kader a dirigé la finale dames à Rome et il l'a fait de main de maître. Alors que les conditions étaient exécrables avec la pluie et la tension assez terrible en raison du scénario assez improbable de cette rencontre. On y reviendra. Kader Nouni avait été pas mal critiqué pour une décision lors d'un match à haute tension entre John Isner et David Nalbandian à l'Open d'Australie. Là, il a été parfait. C'est pas mal de le dire aussi. Voilà, vous connaissez le scénario, les acteurs sont là. Radio Tennis Play, émission 16, c'est parti. Radio Tennis Play. Messieurs, on file à Rome, si je puis dire, où cela n'a pas été la Dolce Vita pour Novak Djokovic, battu en finale par Rafael Nadal. On était un petit peu dans l'inconnu concernant le numéro 1 mondial. Je ne vais pas dire qu'on est complètement fixé, mais quand même, il est un ton en dessous de l'année passée. À 6 jours de Roland-Garros, messieurs, Djokovic a-t-il du souci à se faire ? Lui qui vise un exploit qui ferait date, un grand chelem à cheval sur 2 saisons. Qui veut attaquer ? Bon, Jean-Paul. vous me regardez, donc je vais faire le plus vite possible. Pour ce qui me concerne, je vous avais laissé entendre une certaine désapprobation concernant le comportement sur le court de Djokovic les dernières semaines. Il a une bonne excuse, certes, à Monte-Carlo, mais enfin, bon, voilà, il s'y met pas à fond. Chez Thiriac, à Madrid, il balance le match. Il arrive sur Rome, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit. Et puis là, il me semble quand même très nerveux. Il conteste une balle qu'il pense faute ou bonne, que sais-je. Mais en fin de première manche. Il dit que le match tourne, il casse une raquette. Enfin, il ne me paraît pas serein, le bonhomme. Et pour tout vous dire, je pense que sur terre battue, l'an dernier, pareil, cette année, il se trouve qu'il s'est fait battre par Federer dans un match fabuleux, mais il est moins bon que Nadal sur terre battue. Et s'il le bat, ça sera un petit exploit, Roland-Garros, s'il le bat. C'est mon avis. Il a remis les pendules à l'heure, Nadal. Je pense qu'on a assisté à une sorte de répétition générale de ce qu'on va voir à Roland-Garros. On aura très vraisemblablement une finale Nadal-Djokovic avec Federer en demi. Après, il faut savoir où se trouvera Federer dans le tableau. Mais on en parlait la semaine dernière ou il y a 15 jours. Jean-Paul, on a parié d'ailleurs un repas là-dessus. Nadal va gagner Roland-Garros sans perdre une manche. Ouais. Sans perdre une manche. Lionel va nous donner son avis. Moi, je suis assez content que Djokovic ne domine plus autant, parce qu'à la limite, ça serait devenu, moi je pense, très suspect. Parce que déjà, on pouvait se poser des questions sur ce qui se passait l'année dernière, le voir battre régulièrement Nadal, régulièrement Federer, sortir vainqueur de match en 5-7 en étant quasiment au bord de l'abandon à la fin du 4e, et hop, repartir pour finalement l'emporter après 5h52 matchs. Et s'il continuait comme ça, sur le même rythme, en gagnant tous les tournois auxquels il participe, et en battant ces joueurs-là qui sont parmi les plus grands joueurs de l'histoire du tennis, malgré tout, quand on voit leur palmarès, on aurait pu se dire, mais à quoi il fonctionne ce Djokovic, quoi. On aurait pu se poser des questions. Et je trouve que ça me fait presque plaisir de peut-être dissiper un doute en disant tiens, il est redevenu un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il a des coups de mou dans sa tête. Bon, on parlait du décès de son grand-père. Physiquement, il est peut-être pas aussi fort. Ou alors, il cache tellement bien son jeu, parce que je pense que tous les matins en se rasant, il pense à Roland-Garros. Et en se disant, ce que tout le monde dit, y compris les joueurs. Je garde ça sous le coude, et le reste, c'est pas grave, quoi, que je perde à Rome ou que je perde à Madrid. Je suis toujours numéro 1 mondial. Et mon objectif numéro 1, c'est Roland. Peut-être plus pour longtemps. Ouais, mais est-ce que c'est une attitude, ça, de pouvoir faire ça, de se dire, je me planque un petit peu avant d'aborder un grand chelem qui est aussi important ? Non, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. D'abord, je pense que Madrid, c'est un tournoi dont il faut même pas tenir compte, parce que la surface interdisait de jouer normalement au tennis, en tout cas au tennis sur terre battue. Quant à Rome, Djokovic a fait un premier set remarquable, tout autant remarquable que Nadal. Et s'il se met effectivement en colère, on peut dire que c'est un peu à juste titre quand même, puisque cette balle litigieuse lui donnait balle de 7 au premier contre Nadal. Et la balle a été à rejouer à cause d'une erreur d'arbitrage. C'est 5-4, 15-30. Et 30 partout. Oui, 30 partout, ouais. Et ça donnait 30-40 et balle de 7 pour Djokovic. Et accélération, il avait pris l'avantage dans l'échange. Et là, il y a une annonce. Et effectivement, le point ensuite est rejoué. Il avait quasiment gagné le point. Donc, effectivement, il pouvait après être un petit peu contrarié par cet épisode-là. Alors, cela dit, je ne pense pas qu'il cache son jeu. Je pense qu'il joue tout à fait à fond. Mais qu'effectivement, Nadal a trouvé aujourd'hui une parade en étant beaucoup plus agressif qu'il ne l'était l'an dernier. Et ce qui fait qu'on a vu à Rome assez souvent Djokovic en état de défense, assez loin de sa ligne de fond, alors que l'an dernier, il ne la quittait pratiquement pas. Cette année, il a un peu plus de mal à tenir ce rang, cette ligne, d'autant plus qu'il est un petit peu moins bien, probablement qu'il était effectivement l'an dernier, parce que l'an dernier, il a été pendant
quelques mois intouchable, tout simplement par son talent, je dirais, sans aucune suspicion, parce que si on commence à se poser des questions comme ça, c'est toujours un petit peu dangereux. Et c'est semer un doute sur, tout simplement, un joueur qui a été au top de sa qualité, mais qui la maintient presque, parce qu'il est tout près de ça. Et rien ne dit qu'à Roland-Garros, il ne gagnera pas, évidemment. En tout cas, qu'il ne peut pas menacer Nadal. Ça va mieux sans le gluten. Je ne sais pas s'il suit toujours ce régime si. sans gluten. En tout cas, effectivement, il est super fit. Novak Djokovic. Djokovic. À la cantine et vous regardez, vous plongez votre nez, vos yeux dans l'assiette de Djokovic, ça fait peur. Hein. J'avais vu ça à Bercy, il y avait deux bouts de concombre, un petit peu, un quart de tomate, sans assaisonnement, sans rien. Tu avais envie de lui dire, non mais on va aller au Players Lounge à Madrid. Il y a du pain sans gluten, il y a des trucs sans gluten. Tout est. Maintenant, il y a deux niveaux. Il y a le truc normal. Il y a le gluten et le sans gluten. Il ne prend aucun plaisir autour de la table, Djokovic, ça c'est sûr. Hein. Jean-Paul, vous ne pourriez pas l'accueillir à dîner chez vous, Djokovic. Ni chez moi d'ailleurs, ni aller dîner avec vous. Pour l'instant, dans 10 ans peut-être, il mangera comme tout le monde, mais pour l'instant, c'est pas possible. Bon, il est moins bien qu'il était l'an dernier, ça paraît évident. Il est nerveux parce que même si la faute d'arbitrage lui donne raison, quand on est en finale de Rome, pour préparer un tournoi comme Roland-Garros, on ne s'excite pas à ce point-là, on ne casse pas la raquette sous prétexte de... Donc je pense qu'il y a une petite fêlure dans le psychologique de Djokovic, dont Nadal, bien sûr, il est le premier à pouvoir en profiter au moment où il faut, parce que celui-là, il voit clair quand il faut. Ils sont tous un petit peu nerveux, je pense, parce qu'on a un Roland-Garros qui s'annonce passionnant. Il y a énormément d'enjeux. On a Rafael Nadal qui peut battre le record de Björn Borg en gagnant une 7e fois à Paris. On a Djokovic. Qu'il est blessé? Non, on verra, mais en tout cas, même quand il est blessé, ça ne change rien. Il annonce ça dimanche. Voilà, il dira peut-être comme l'année dernière qu'il n'est pas bien et que s'il est en 2e semaine, déjà c'est formidable. Il nous a fait le coup plusieurs fois. Bon. On a donc Nadal qui peut battre Borg. On a Djokovic qui peut boucler la boucle et remporter Roland-Garros, surtout remporter 4 grands chelems de suite, ce qui ne s'est jamais vu depuis Rod Laver en 69. Et on a Federer qui aimerait bien prouver qu'il est encore capable de jouer les premiers rôles, de remporter un grand chelem et pourquoi pas de se rapprocher de la première place. Pour les remporter de suite, il faut qu'il gagne à Roland, il faut qu'il gagne à Wimbledon et l'US Open, parce qu'il y a le petit grand chelem sur 2 années. Grand chelem sur 2 ans, est-ce que c'est un vrai grand chelem pour les vrais, il est en route pour les deux. Ah non, bah non, oui. Il est en route pour les deux. Oui, cela dit, le grand chelem, même à cheval sur 2 années, personne ne l'a fait en dehors de ceux qui l'ont fait dans l'année calendaire. Donc c'est aussi une performance quand même. C'est une performance exceptionnelle, c'est évident. Et surtout s'il gagnait par la suite la médaille d'or à Wimbledon. Je ne sais pas ce que vous avez pensé les uns et les autres de Federer, parce qu'il y a une sorte de... Je ne sais pas si on peut... on n'a pas assez de recul encore pour pouvoir le dire, mais si on peut parler de parenthèse enchantée entre l'US Open et Madrid, il n'a pas rencontré Djokovic une seule fois à Rome, et il n'a rencontré Nadal qu'à 2 reprises. Une fois en Australie, il a perdu, une autre fois à Masters, mais est-ce qu'on peut tenir compte de ce match? C'est pas sûr. Donc là, il s'est retrouvé face à Djokovic, il était sans doute un peu fatigué, il a hésité avant de jouer ce tournoi de Rome. Finalement, il l'a joué, il a gagné Madrid, donc il avait beaucoup de matchs dans les jambes, mais est-ce qu'il est capable encore de battre Djokovic et Nadal dans un grand tournoi? Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas battu Nadal en Grand Chelem depuis 5 ans, Federer. Avec une victoire à Roland-Garros, ça passera forcément par une victoire sur Nadal. Il peut effectivement réussir un coup sur un Masters 1000 en 2-7 gagnants. Mais en 3-7 gagnants sur terre battue, ça m'étonnerait. Ici, il peut faire un truc genre ce qu'il a fait l'année dernière. Ouais. C'est un match de rêve contre Djoko, qui est un des plus grands matchs jamais disputés à Roland-Garros. Et après, derrière, boum, il faut se faire l'autre, quoi. Donc, mais c'est ça le problème. Même si il avait quand même été assez performant en finale. Mais bon, on a peut-être dit un peu vite aussi quand même, et attendons la suite, que Federer, sur la distance de 5-7, était aujourd'hui un petit peu juste. Parce que l'US Open l'année dernière, n'oublions pas, ces 2 balles de match contre Djoko, c'était quand même en 5-7. Mais sur terre battue, on disait, c'est pas pareil. Oui, non, mais c'est probablement plus dur sur terre battue. Mais je pense que Federer est encore tout à fait capable de gagner sur la distance de 5-7, parce que les fois où il a perdu contre, par exemple, Tsonga à Wimbledon, on peut dire qu'il a cru trop vite que c'était fait. Et après, c'est toujours difficile de revenir, évidemment. Joe Wilfried Tsonga a été mené 2-0 par le Suisse et avait retourné le match. Pour la première fois de sa vie, il perdait un match en et à l'US Open, contre Djokovic, donc en plus cette fameuse première balle de match, Djokovic la sauvera une fois sur 1000. Retour gagnant les yeux fermés. Et c'est à cause de ça qu'on dit qu'il ne peut plus faire 5-7. Alors c'est vrai que la terre battue ajoute un petit peu à la difficulté. Mais je pense, moi, que Federer n'a pas seulement le talent, mais qu'il a toujours le physique pour, et que parfois c'est un petit peu la capacité de concentration que l'on perd
un petit peu au fil des années, paradoxalement, qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour lui de tenir sur cette distance. Il y a peut-être aussi que depuis 2-3 ans, les autres sont devenus meilleurs. Ils sont de meilleurs joueurs qu'ils étaient. Djokovic, l'an dernier, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de monde qui a mieux joué au tennis que ce bonhomme-là pendant 8 ou 10 mois. Hein. Et Nadal, hormis le fait qu'il était un peu blessé, continue à jouer très bien la plupart du temps. Donc Federer est probablement toujours au niveau auquel il était. Il l'a prouvé l'an dernier contre Djoko, mais les autres sont meilleurs qu'ils étaient il y a 2-3 ans. Donc sur Roland-Garros, il ne battra jamais Nadal. S'il arrivait en finale contre Nadal, par extraordinaire, s'il avait été numéro 2 au classement, comme on l'espérait à un moment, il n'aurait pas gagné. Il peut éventuellement gagner Roland-Garros si Nadal disparaît, peut-être encore 1 ou 2 joueurs qui n'apprécient pas particulièrement sur terre battue, mais il peut parfaitement gagner encore un très grand tournoi sur surface rapide, que ce soit de l'herbe ou que ce soit l'herbe à Wimbledon ou pour la Coupe ou pour les Jeux Olympiques. Mais il faut qu'au passage, d'autres joueurs lui éliminent 1 ou 2 candidats. Parce que s'il doit les rencontrer tous, à mon avis, maintenant, il va être trop juste. En tout cas, Nadal sur terre, oui, probablement. Ça, c'est quasi évident. Alors, Julien nous a fait basculer à Federer directement. On n'a pas évoqué le cas de Rafael Nadal, qui n'avait pas gagné un tournoi depuis Roland-Garros l'année passée, avant le début de la saison sur terre battue. Et alors là, à Monte-Carlo, il a gagné. Oui. Ah oui. Mais avant le début de la saison sur terre battue, il n'avait pas gagné depuis Roland l'année passée. Et alors là, c'est reparti comme en 40. Et je ne sais pas si c'est votre sentiment. J'ai trouvé qu'à Rome, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il est arrivé énervé à cause de ce qui s'était passé à Madrid. Mais il y avait vraiment plus d'intensité, plus d'envie. Oui, et quelque part, il y avait déjà une notion de revanche. Il était remonté comme une pendule. Et j'ai trouvé qu'il jouait vraiment mieux qu'à Monte-Carlo, mieux qu'à Barcelone. Et que là, il était lancé comme une balle. Je ne sais pas si c'est votre sentiment aussi. Je crois qu'il avait à cœur de prouver que la terre battue de Madrid n'en était pas une. Et la seule façon de le prouver, c'était à Rome d'aller au bout et éventuellement de gagner. Ce qu'il a fait. Il l'a fait avec la manière parce qu'effectivement, on l'a senti totalement en confiance dans son jeu, dans ses appuis, dans sa défense, parce que tout repose quand même sur une défense phénoménale. Mais aussi contre Berdych, il est extraordinaire. Contre Berdych et même contre Djokovic aussi, d'ailleurs, parce qu'il a souvent été très loin. Et contre les seconds couteaux, il nous refait des scores à la Nadal, 6-1, 6-1 contre Granollers. Non, mais c'est l'époque borgienne. Tu fais 6-3 contre Nadal, on dit que c'est formidable. C'était ça déjà. Mais Nadal n'avait pas gagné de tournoi. On peut reprendre l'exemple qu'évoquait tout à l'heure Jean sur Federer. Il n'a pas gagné de tournoi, mais il était en finale quand même. Oui, absolument. Bon, et ça tenait à pas grand-chose, et notamment sur les grands chelems aussi. Donc il est toujours là. Et pour revenir sur le bouquin, quand on voit l'implication mentale de Rafael Nadal et cette envie de se perfectionner, d'avancer, on se dit, voilà, il avait identifié qu'il y avait une première marche à franchir, c'était de mettre à mal, si j'ose dire, Roger Federer. Mais dans sa tête, depuis toujours, il disait, le problème, c'est pas tellement Federer, parce que Federer, il va arrêter avant moi. Le problème, c'est Djokovic, parce qu'on est de la même génération et qui va être très fort. Et qu'on n'a pas encore trouvé, j'ai pas encore trouvé la clé. Et donc, le travail qui a été fait dès la fin de l'année dernière, même s'il va dire non, c'est pas vrai, je suis pas là pour battre Djokovic, je suis là pour gagner des titres. Il s'est dit, comment je peux quand même arrêter cette hémorragie? C'était quoi, 7 finales de suite perdues face à Djokovic? C'est pas possible, je peux pas vivre ce cauchemar sans arrêt. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler ce problème et trouver la solution? Pour l'instant, en tout cas, sur terre battue, il semblerait qu'il ait trouvé la solution. Être plus agressif, taper plus fort en coup droit, avoir l'envie peut-être d'abréger l'échange pour bousculer, faire reculer Djokovic. Et ça, c'est dans la mentalité de Rafa. Et d'ailleurs, il y a une anecdote hyper drôle, c'est que lui, il joue pas au tennis pour s'amuser ou pour je sais pas quoi. Il veut tuer toujours le match et son adversaire. Et au golf, il est pareil. Parce qu'à un moment, à cause de son pied, il se dit, tiens, peut-être que je serai joueur de golf après si je peux plus courir. Et quand il parle du golf, il va, à chaque fois, même s'il joue avec ses meilleurs potes ou quelqu'un de sa famille, il va voir ses clubs au départ du trou numéro 1. Il dit, pas de quartier, les gars, compris? Et il dit, après, je ne parle plus ni aux uns ni aux autres. Ils ont perdu leur balle, ils se débrouillent, je ne vais même pas la chercher. Je reste concentré. Stéphane Tortora. Voilà. Et il joue à un chiffre, quand même. Donc, c'est pour dire la mentalité du gars qui est, moi, je trouve assez exemplaire et qui a redonné quand même un souffle formidable au tennis. Et un peu partout dans le monde, on se rend compte que c'est un des types qui est quand même le plus
peut-être charismatique, même si on admire la qualité du jeu de Djokovic et de Roger Federer. À ce niveau-là, il y a deux types dans le monde. Il y a Federer et Nadal. Et puis loin derrière les autres. Je pense aussi. Mais je pense que Nadal est le numéro 1 au niveau du comportement. C'est un vrai exemple. Pas encore complètement. Non, je sais pas dans l'exemplarité du bonhomme sur le terrain. C'est que jamais je cassé crois une que raquette de sa vie, paraît-il. Oui, mais il me semble que Federer reste un peu en avance dans l'image qu'on se fait dans de la l'excellence star technique, absolue, parce que tous les pays s'approprient systématiquement Federer comme quasiment leur joueur à eux. Il devient français quand il est à Roland, il devient anglais quand il est à Wimbledon, il devient américain quand il est chez les Américains, etc. Alors que Nadal reste, quelquefois, Nadal, il reste toujours espagnol. Et à ce niveau-là, Federer, c'est vraiment un ambassadeur fabuleux du sport et du tennis. Mais les jeunes, ils sont plus derrière un gars comme Nadal qui a ce côté un peu... Mais à Paris, Nadal, paradoxalement, malgré ses 6 victoires, n'est pas reconnu encore comme il devrait. On n'a pas les vainqueurs. Parce que c'est un dopé en France. Oui, il y a cette image-là. Les guignols, tout ça. Non, mais à Roland-Garros, on a été tellement habitués aux surprises qu'on a assez peu, finalement, d'habitude de voir des joueurs enchaîner les victoires. Il y a eu Borg, il y a eu Nadal, mais entre les deux, il y a quand même eu la valse des... Il y a eu un marasme terrible. Puis c'est quand même heureux que Roland-Garros retrouve enfin un numéro 1 mondial susceptible de gagner le tournoi, parce que pour le moment, c'est la cata. Quoi. Et de gagner d'autres tournois, parce que entre Monte-Carlo, Rome et Roland-Garros, ça fait 8 plus 6, 14, plus 6, 20. Il a gagné que 20 tournois, que 20 titres sur ces 3 tournois. C'est fantastique, quoi. Ouais, mais le jour, j'étais à Monaco et quand même, au repas officiel, il y avait une image géniale, c'est que Nadal se rend compte que 2-3 tables plus loin, il y avait Björn Borg. Et il s'est levé pour aller le saluer. Il est assez dynamique dans sa démarche. À chaque fois, il y va. Et Borg, le voyant aussi, s'est levé. Et ils se sont vraiment donné une accolade, mais vraiment émouvante, quoi. Et tu dis, là, il y a quand même 12 Roland-Garros. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Pour Borg, c'est fini, en tout cas. Ouais. Quoique. Il a des mots sympas, d'ailleurs, sur Nadal. Bon, messieurs, derrière ce trio magique, qui peut venir jouer les troubles fêtes à Roland-Garros? Jean-Paul, sa fixation Bartoli, on y viendra, Jean-Paul. Tout le monde va prier pour être dans la partie tableau d'Andy Murray maintenant. Voilà, Andy Murray qui avait été plutôt performant sur terre battue l'année passée, demi-finale à Rome, demi-finale à Monte-Carlo, demi-finale à Roland-Garros. Là, malgré l'apport assez discret d'Ivan Lendl, il n'a pas franchement brillé, ou à cause. Jean-Paul n'est pas très gentil pour le coup. Il a dû lui coller une belle soufflante, Lendl, là, quand même. Parce que là, ça ne fonctionne pas cette année. Quasiment aucun match sur terre battue. Bon, il perd contre un bon Gasquet, à Rome, cela dit. Match accroché. Il a Nalbandian en premier tour, qu'il a pas mal épuisé. C'est quand même pas un cadeau de jouer Nalbandian dès le premier tour, mais il serait quand même surprenant de voir Andy Murray, comme l'année dernière, atteindre les demi-finales à Roland-Garros. Donc on n'aura peut-être pas encore le carré d'as cette année. Je sais pas, ou est-ce que lui aussi, avec la perspective du rendez-vous et de Wimbledon et des Jeux Olympiques chez lui à Londres, on va pas dire qu'il ait fait une croix sur Roland-Garros, mais c'est assurément pas un objectif pour lui cette année. Il n'a pas fait de croix. Non, il n'a pas fait de croix. La différence qu'il y a entre ce Murray et les 3 autres, c'est qu'il perd quand même plus souvent au passage que les 3 autres. De temps en temps, au premier tour, au deuxième tour, boum, il a perdu contre quelqu'un, alors que je ne me rappelle pas quand Federer ou Djoko ou ils ont habitué à des résultats tellement excellents que... Ce qui fait que sur la moyenne, il est un peu moins bon. Cette année, Murray semblait avoir mieux digéré son échec en Australie que les années précédentes. Mais sur le long terme, et là, notamment avec la terre battue, au contraire, on le sent un petit peu en retrait, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi, parce que c'est peut-être un petit problème de moins bien physique ou... Je le trouve très attentiste, notamment à Monaco, parce que Julien Benneteau s'est blessé contre lui. Et à la limite, Julien, mais il aurait pu le croquer, parce qu'on sentait qu'il prenait des initiatives, le Français, que de temps en temps, il était capable d'aller au filet, de faire en sorte que l'échange soit plus court. Et on sentait que Murray, à force d'être le contreur, au bout d'un moment, il y avait une sorte de lassitude. Il n'y avait pas une étincelle, qui, par moment, le rend assez fulgurant, quand même, sur certains comptes. C'est exactement ça, parce que Benneteau, l'autre jour, je lui disais à Julien, j'ai dit, c'est vraiment dommage que tu sois blessé, parce que il semblerait que tu aies trouvé l'exact juste milieu entre ton attaque et la défense. Il était d'accord avec ça. Quand Lionel parle de ça, c'est le problème numéro 1 de Murray. On sent qu'il n'a pas du tout assimilé
le moment où il faut prendre une décision et lâcher, et le moment où il faut profiter de son anticipation et de son déplacement fabuleux, parce que c'est quand même un type qui a un coup d'œil hors du commun, quoi. Il est toujours sur la balle, le gars, avec un déplacement qui est moins rapide que celui de Nadal quand même. Hein. Le jeu de jambes est moins rapide, mais il est toujours là quand même. Donc, il est dans une espèce de fraction de jeu. Est-ce que j'attaque? J'en sais trop rien. Est-ce que je défends? J'en sais trop rien. Et du coup, il n'est plus très performant. C'est ce que disait Laïo à l'instant. Mais pour lui, la terre battue est un vrai problème, à cause de son style de jeu, précisément parce que il joue en contre, mais il ne peut pas mettre régulièrement du poids dans la balle comme le fait Nadal quand Nadal veut être agressif, par exemple, ou comme Djokovic avec sa précision et sa vitesse de balle. Donc Murray ne peut pas jouer comme ça. C'est pour ça que sur terre battue, c'est pour lui très difficile. Alors c'est vrai qu'il est allé en demi, c'est vrai qu'il a le talent de bien de contrer, de courir le terrain comme il le fait, mais de là, il est quand même en retrait effectivement des trois autres, et en tout cas des deux premiers, nettement. Pour autant, techniquement, Jean-Paul, c'est quand même une merveille de joueur de tennis. Il est magnifique. Et Lendl doit avoir bien du mal dans son histoire. C'est que, comme lui, il était quand même... D'abord, il retournait à 5 mètres derrière la ligne de fond. Ivan, c'est le seul qui arrivait à retourner, à cartonner avec un retour à 5 mètres derrière la ligne. Donc, comme il jouait aussi souvent loin derrière la ligne de fond, parce que c'était un des premiers qui frappait très fort en accélération, est-ce qu'il n'est pas en train de dire à Murray, attends un peu plus, frappe un peu plus, sauf qu'il ne semble pas qu'il ait la puissance de frappe qu'avait Lendl pour décocher ses coups. Il a des... Comment il disait, des fulgurances, des fulminances. Les fulminants de Thierry, mais bon, c'est rare. Et il a une variété de jeux qui peut l'autoriser, effectivement, à bien jouer partout. Mais oui. Bon, mais il faut être bien réglé pour ça, et là, en ce moment, c'est pas son cas. Il y a peut-être aussi un petit complexe par rapport aux trois autres, parce qu'il fait partie de la bande des 4, mais lui, il n'a pas de grand chelem. Oui, c'est le vilain petit canard de la bande. Et justement, Lendl sait très bien que c'est un moment important pour passer vraiment dans une autre dimension, c'est de remporter un tournoi de grand chelem, mais en ce moment, c'est dur, hein, remporter un tournoi de grand chelem. Très, très dur, y compris pour nos petits Français. Hein. Bon, messieurs, si vous deviez piocher un outsider pour ce Roland-Garros 2012, quel serait-il? Juan Martín del Potro, qui avait l'air d'être un petit peu touché au genou à Rome, mais bon, qui pour autant a fait une saison sur terre battue quand même plutôt convaincante. Est-ce qu'il peut lui aussi, peut-être se hisser jusqu'en demi-finale, voire plus loin? Difficile de parler avant de voir le tableau. Le tirage au sort sera fait vendredi, mais on peut citer des Berdych, Del Potro, pourquoi pas Federer aussi. Prétendant quart de finaliste, sans doute. Les Français se bousculent. On va y venir. On va faire un dossier spécial français parce que le cas est intéressant. Total pour le pronostic. J'ai toujours l'impression qu'un des nôtres pourrait gagner. Alors je ne m'aventurerai pas, c'est des gens de la qualité de raisonnement de ceux que j'ai autour de moi, mais je dirais volontiers, en oubliant ça, que je ne vois pas de prétendants autres que ceux dont on vient de parler, quoi. C'est bien une surprise de temps en temps. Oui, non, mais c'est formidable. C'est quand même obligé de chercher. Hein. Il y a des dire Berdych, oui, il va nous en descendre un ou deux au passage. Mais c'est dur de parler des Français, parce que là, on parlait effectivement de gens qui sont un petit peu hors normes, mais... Je voulais parler de Gaël, mon fils. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Gaël? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il ne sera pas là? Dans quel état il sera? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui lui arrivera pas? C'est tellement imprévisible, tout ça, ça a son charme, hein, évidemment. Mais tu te dis, on va en parler après. Tout est possible. Mais le problème, c'est que quand on voit le palmarès des grands chelems depuis 2005, où est la place pour les autres? C'est ça le problème. En dehors de Del Potro, personne n'en a gagné un seul. Donc, donner un nom, effectivement, moi je pense que celui qui a le plus d'armes aujourd'hui, alors Del Potro sûrement s'il est en forme physique, mais c'est Berdych qui a toutes les qualités pour, sauf peut-être une friabilité mentale. Mais tennistiquement, plus ça va, plus il m'impressionne. Je trouve absolument je pense que pour aucun des deux favoris ne souhaite avoir Berdych surtout trop tôt. Cela dit, Berdych était déjà très fort l'année dernière, il avait perdu au premier tour contre Stéphane Robert. Voilà. Je vous rappelle, Julien, au cas où on l'aurait oublié. Non, mais il avait été demi-finaliste aussi. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Oui, Stéphane Robert qui n'a pas un tour facile au premier tour des qualifs, je crois, à Roland d'ailleurs. C'est dur. Tu vois, ça commence mal pour lui. Alors, qui va battre Berdych? Qui va battre Robert? Bon, messieurs, on va passer aux dames. Oui, parce qu'on les a oubliés la semaine dernière, par exemple. Oui, donc on s'est fait taper sur les doigts par nos amis internautes. On a reçu quelques mails. Voilà. Mais bon, centaines de bien fait pour vous. C'était avec la présence de Moi, Julien je voulais Beneteau. en parler, vous m'avez empêché.
Bon, quelle finale, en tout cas à Rome, entre Maria Sharapova et Lina. Quelle finale sur le plan émotionnel. Et puis du scénario, bon, tennistiquement, ça n'a pas été extraordinaire, avec la pluie, 115 fautes directes. Ouais. Je peux vous rappeler ce qui s'est passé. Lina a mené 1-7, 4-0. Maria Sharapova est revenue, a remporté le deuxième set. Ensuite, Lina a obtenu en fin de troisième manche une balle de match. La pluie a arrêté le match juste avant le tie-break. Et finalement, Maria Sharapova s'est imposée. Le tout s'étant étiré sur quasiment 5 heures. Donc c'était vraiment une finale assez extraordinaire. Et ça a empêché ensuite d'ailleurs le déroulement de la finale messieurs, parce qu'il continuait de pleuvoir à Rome. Alors, est-ce que Maria Sharapova peut remporter le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, messieurs? Jean? Bien, écoutez, on ne peut pas dire non. D'abord parce que c'est une joueuse formidable et qu'elle montre depuis quelque temps qu'elle est au top de son tennis. Alors maintenant, grande favorite, c'est impossible de le dire puisque elle a une fragilité aussi, notamment avec un service qui lui joue des tours et parfois à des moments importants. Donc Maria... Le match en demi l'année dernière, contre Lina justement. Exactement. Elle fait double faute. Donc Maria, bien sûr, Sharapova peut gagner le titre, mais en favori, entre elle, Victoria Azarenka et Serena Williams, c'est les trois probablement qu'on peut mettre en avant, même si Lina aussi, évidemment, a montré à Rome que elle était revenue tout près de son meilleur niveau. Julien, je te sens bouillir. Bah non, mais ça va être très ouvert pour la première fois depuis pas mal d'années. Ah mais oui. Le tournoi féminin, il est assez excitant, contrairement peut-être à ce qu'on a eu en 2010, 2011, 2009, même on peut remonter assez loin comme ça, je pense. On évoquait le cas Bartoli tout à l'heure. Elle a perdu assez sèchement à Rome. Moi, je suis quasiment persuadé qu'elle peut réitérer ce qu'elle a fait l'année dernière, à savoir aller en demi-finale. En tout cas, elle aura certainement à cœur à montrer à tout le monde du tennis et à toute la France qu'elle est capable de faire quelque chose de très grand à Roland-Garros, pourquoi pas d'atteindre la finale. Elle fait comme Djokovic, elle perd pour ne pas se fatiguer et elle se gagner plante. à Roland-Garros. Voilà, se plante. Elle a passé un cap. Tout le monde souhaite ça. Ce qui continue de m'agacer dans le cas de Bartoli, c'est que dès qu'elle est menée, elle est blessée, elle a mal, elle a une grippe. C'est toutes ces excuses permanentes concernant une joueuse de très haut niveau qui font qu'elle ternit toujours un petit peu cette image. On a envie de la voir. Elle frappe plus fort que n'importe qui. C'est extraordinaire la puissance qu'elle met dans la balle. Eh bien, qu'elle joue et qu'elle gagne et qu'elle perde éventuellement, mais qu'on n'assiste plus en permanence à ces excuses qui sont prises pour faire la guerre aux uns, critiquer les autres parce qu'ils n'ont pas fait exactement. Qu'elle joue et tout le monde va l'adorer. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça l'an dernier. Puisqu'elle avait abandonné en finale de Strasbourg l'an dernier avant son parcours. T'es content de Nina Gelen? Merci de le rappeler, Jean, parce que mon agacement va pouvoir croître avec ça. Ouais, mais voilà. Sur Bartoli, c'est un peu le moteur de Marion d'être en guerre contre la terre entière. Je sais pas, l'autre jour, ses propos aussi concernant la Fédé. Oui. Et c'est un scandale que je puisse pas jouer les jeux. Ça va être la guerre. Personne ne m'aime. Après Roland-Garros. La guerre, mais on peut rappeler l'histoire de sa non-sélection pour les Jeux Olympiques et se demander si justement c'est parce qu'il a mine en ce moment. Non, mais ça, elle le sait depuis 4 ans, quoi. Oui, mais il y a des règles. Voilà. Alors, ce qui embrouille parfois, c'est que parfois, vous avez, je sais pas, David Douillet qui va vous dire « Ah ben moi, je vais arranger ça. » Alors, voilà. Après, vous avez Amélie Mauresmo qui dit « Ah ben moi, j'ai peut-être une solution si je suis capitaine. » Bon, voilà. Après, je sais pas, il y a des choses, il faut s'y conformer. Mais je pense, je reviens sur cette idée de moteur, de se dire nous, on s'entraîne pas comme les autres, on vit pas comme les autres, on joue pas comme les autres, on gagne pas comme les autres, on perd pas comme les autres. Pas manger comme les autres. Voilà. Donc, arrive un moment où, c'est inscrit dans la tête. Et à tout moment, ça ressort, quoi, parce que quand ça va pas, parce que là, ça va pas, elle gagne rien sur terre battue, quoi. Elle a gagné quoi, un match? Enfin, je sais pas, c'est dramatique. Oui, c'est très léger. Donc, c'est pas digne de son talent, de son classement. Et peut-être que cette espèce d'adrénaline qu'elle se fait monter toute seule en critiquant, en étant un petit peu acerbe et tout ça, ça va l'aider effectivement à revenir. Généralement, vous savez, quand on arrive à Roland-Garros après avoir fait une demi-finale comme elle, on se dit tiens, voilà, c'est un terrain ami, quoi. C'est le moment ou jamais pour moi de me relancer, quoi. Donc, je pense aussi
aussi que Marion peut effectivement être là. Parce qu'il faut dire qu'on parle de trois noms, donner 3 noms qui sont effectivement ceux auxquels on peut s'accrocher quand on est les favorites. Mais je trouve que dans le tennis féminin, c'est tellement un checker permanent, quoi. Stosur peut être là, Schiavone peut recommencer à faire des hands de tous les l'inattendu côtés. quand même, c'est de voir Serena Williams aussi Williams, performante c'est là, sur elle a terre parlé, battue. Et Schiavone, elle est où alors? Schiavone est à Elle n'a pas, Strasbourg. ouais, non elle n'a pas gagné beaucoup de matchs. alors, peut-être Non, que là, elle va mais, revenir sur... peut-être qu'elle est bondissante de nouveau à Roland-Garros. Non, la confiance est quand même un élément important. Je pense que toutes celles qui peuvent gagner des matchs avant d'arriver à Roland le font avec plaisir. Donc Schiavone, je crois que ça fait un petit moment qu'elle a beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est aussi un moment de sa carrière où peut-être elle est en baisse, tout bêtement. Et on peut craindre qu'elle ne renouvelle pas pour elle, en tout cas, ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est vrai que le tennis féminin, depuis quelques années, cherche une patronne, on l'a souvent dit. Azarenka semble en être une vraie. Maintenant, son vrai défi, c'est de gagner un 2e grand chelem donc de suite, après l'Australie. Et sur la surface qui lui convient le moins, sans doute. Exactement, et de conforter donc cette place de numéro 1 qu'elle a acquise en Australie. Parce qu'il faut rappeler que la place de numéro 1 féminine et les grands chelems féminins, c'est des titres qui ont été acquis par des joueuses différentes. Ça fait, je crois, 5 fois de suite, 5 joueuses différentes qui se sont succédées. Donc il n'y a pas de stabilité. On le sait depuis un certain temps, et il semble cette année qu'il commence à y avoir une. Reste à voir ce qui va se passer à Roland-Garros. C'est assez normal, parce que cette stabilité-là, parce que le tennis a subi une grande modification entre 2000 et maintenant, c'est-à-dire que les femmes se sont mises à frapper toutes dans la balle. On a vécu ça à un moment donné chez les hommes, quand on a commencé à contrôler le lift de Borg, le lift de Wilander, etc. Sont arrivés les Becker, les Edberg, les Agassi, les Courir, qui sont rentrés dans la balle. C'est-à-dire que le tennis de frappe est arrivé, avec en plus le tennis de frappe lifté, Bruguera, etc. Et les femmes... moi, je pense que dans les prochains temps, il y en a une qui va arriver, qui va jouer un peu comme Schiavone, justement, en liftant beaucoup, tout ce qu'elle peut, mais en frappant encore 2 fois plus fort. Une Nadal féminine, actuellement. Mais oui, actuellement, sont toutes les unes proches les unes des autres, parce qu'elles frappent toutes, mais elles frappent relativement à plat, donc beaucoup de risques, beaucoup de fautes à faire, que ce soit Sharapova, Lina, il y en a Azarenka, toutes celles-là jouent un peu dans le même moule. Il y en a une qui va arriver, ça sera ou un Federer féminin qui va être d'un talent fabuleux, qui va dépasser tout le monde, qui va mener le jeu, et une autre qui sera une espèce de Nadal. Et là, on vivra un tennis féminin. Il y en a une qui a existé, c'est Serena Williams. Oui, non, si elle avait pu jouer aussi. Oui, mais si elle avait pu jouer en continuité, ou si elle avait voulu jouer en continuité, ça n'avait pas été... Elle avait tous ces problèmes de santé aussi, elle serait sûrement une numéro 1 indiscutable. Elle a gagné une seule fois Roland-Garros il y a 10 ans. Donc, elle a toutes les armes, évidemment. On n'a jamais autant parlé du tennis féminin dans cette émission. Tu vois mais comme le temps passe, pour 6 mois, comme le temps passe, on va devoir conclure ce chapitre romain et on va attaquer dans une seconde notre dossier sur le tennis français à Roland-Garros. Radio Tennis Play. Mes amis, l'an prochain, nous fêterons les 30 ans de la victoire de Yannick Noah à Paris. Oui, 30 ans, ça peut paraître surréaliste, mais c'est bien la réalité. Depuis qu'un joueur français donc n'a brandi la Coupe des Mousquetaires, même si le tennis français a connu quelques belles épopées. Porte d'Auteuil depuis 1983. Julien, tu vas nous rafraîchir un peu la mémoire. Oui, je vais étendre à tous les Open. 12 Français ont atteint au moins les demi-finales à Roland-Garros, 8 gars et 4 filles, ça fait pas beaucoup, on peut les résumer, ça va pas prendre beaucoup de temps. Alors il y a eu Yannick Noah, vainqueur en 83, les finalistes Patrick Proisy en 72, Henri Lecomte en 88, les demi-finalistes François Geoffrey en 74, Roger Vasselin en 83, l'année de la victoire de Noah, Lecomte 3 fois, c'est le seul à avoir joué plus d'une demi-finale à Roland-Garros chez les Français. Plein de matchs à revoir sur Tennis Play là. Oh là là, Lecomte, on peut tout revoir de toute façon. Pioline en 98, Grosjean en 2001 et mon fils en 2008 chez les filles. Ça va plus vite, il y en a moins. Marie Pierce a une victoire, une finale. Françoise Dure, 2 demi-finales
en 72 et 73. Brigitte Simon, on l'a complètement oublié, Une demi-finaliste. victoire, Françoise Dure, quand même. Une victoire avant les Open, Avant en les 67. Et Brigitte Simon, demi-finaliste en 78, on l'a un petit peu oublié avec le temps. Et Marion Bartoli, l'année dernière, il n'y avait pas eu, à part Marie Pierce, de Française en demi-finale entre 78 et 2011. Les années noires, j'aime bien rappeler ça parce que ça a été quand même à chaque fois un électrochoc. 0 Français en huitième de finale, c'est arrivé 4 fois. 93, 95, 97 et 2007. Vous vous souvenez que 93, c'était terrible. Il y avait Rodolphe Gilbert, dernier Français, qui avait perdu Dosdell. Alors là, vraiment, je m'en souviens qu'il y avait des papiers dans la presse terrifiants C'était close à faire, à l'issue de ça. Aussi longtemps que j'étais là, on était toujours là. C'était après Jean-Paul. 0 Française au troisième tour, c'est arrivé 2 fois, en 81 et 86. Quels sont les problèmes? Est-ce qu'il y a un problème français à Roland-Garros? J'ai relevé quelques trucs qui ont été dit ici et là. On dit qu'il n'y a pas assez de cours il y a pas assez de cours en terre battue en France, donc c'est un problème. C'est Guy Forget notamment qui dit ça. On parle de la pression également. Cela dit, les Anglais à Wimbledon, ça fait très longtemps qu'ils attendent un vainqueur aussi. Les Australiens, ils n'ont pas gagné depuis Edmondson, donc voilà. À part les Américains, finalement, voilà, on est un petit peu comme ils ont eu un joueur qui a gagné le tournoi du Grand Chelem. Voilà, ailleurs, mais bon. Et il y a une phrase d'Alex Correggia que j'ai notée, 2 fois finaliste à Roland-Garros, donc ça mérite quand même le respect. Correggia a dit une fois, pour soulever le problème que connaissaient les Français à Roland-Garros, les Français n'apprennent pas assez à souffrir sur terre battue. Que peut-on répondre à ça? Bon, évidemment, si on a eu l'idée de ce petit débat, c'est parti de la phrase de Joe Wilfried Tsonga à Rome, après sa défaite contre Novak Djokovic, quand Joe a dit « Soyons clairs, aujourd'hui, il n'y a aucune chance pour qu'un Français ne gagne Roland-Garros ». C'est lucide, mais c'est extrêmement rare d'entendre le numéro 1 français. Absolument, et surtout de Tsonga, qui est quand même quelqu'un de plutôt positif, qui aime aller de l'avant, de sortir une phrase pareille. Bon, évidemment, c'est difficile de lui donner tort. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? Je vais aller le plus vite possible. Il n'y a pas de problème français à Roland-Garros. Jean-Paul Lotte va faire court, attention. Oui, il n'y a pas de problème français à Roland-Garros. Il y a un problème français dans le monde du tennis sur toutes les surfaces. On ne gagne pas de Grand Chelem ni en Australie, ni en Amérique, ni à Wimbledon, etc. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes résultats partout. Il y a des gens qui sont en finale, en demi-finale. Voilà, on sait que le tennis français, depuis des années, n'est pas spécialement orienté vers la terre battue. Ça n'a pas empêché Maurice Mo d'être numéro 1 mondial quand même ces dernières années. Bon, voilà. Les joueurs qu'on a actuellement sont d'excellents joueurs de niveau mondial, mais non pas le talent. Et là, je mets beaucoup de choses dans le talent. Hein, oui. Pour être. Est-ce que ce n'est qu'un problème de talent? Oui, ce n'est qu'un problème de talent parce qu'aucun des joueurs. Qu'est-ce qu'on met dans le talent, Jean-Paul? Oui, mais je vous le ferai le tableau du talent. Je vous le ferai, il est complexe et dans le talent, il y a, juste pour en finir, il y a la concentration, il y a le mental, il y a la santé physique. Et quand vous prenez déjà ces 3 choses-là, vous avez déjà dans la ligne des 100 où on peut situer les meilleurs joueurs actuels, des lignes de 80, on situe les nôtres. Joe, il est blessé depuis des années en permanence. Mon fils, on ne sait pas s'il se blesse exprès ou s'il est blessé, mais c'est une permanence. Gasquet a eu des blessures mentales, etc. Donc, on n'a pas provisoirement des joueurs qui sont faits pour prétendre au numéro 1 mondial. Voilà, c'est comme ça. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'ils puissent travailler davantage sur terre battue, qu'ils puissent avoir des entraînements physiques plutôt différents, ça, c'est un autre problème. Et pour l'instant, sortez-moi un joueur ou une joueuse dont on peut dire celui-là ou celle-là, elle a vraiment le talent pour être numéro 1 mondial et gagner Roland-Garros, Wimbledon, et allez-y. Il faut dire qu'ils sont barrés dans le sens où, effectivement, on a évoqué précédemment la qualité incroyable de ceux qui sont sur le podium, voire la bande des 4, quoi, avec Murray inclus là-dedans. Maintenant, on est sur une période de 30 ans? Bah, je sais pas, mais toujours est-il que moi, je pense... Enfin, je sais pas si c'est que ça, mais moi, ce qui me frappe toujours quand je vois les Français, notamment en Grand Chelem, c'est que vous lisez dans ce qui se passe pour eux comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire, dès que ça va pas... Joe, quand ça va pas, je sais pas si en Australie, si vous vous souvenez, contre le Japonais, mais il parle, il râle, c'est la faute d'un oiseau qui passe, il y a le soleil qui lui tape dans le coin de l'œil. Bon, Gilles Simon, il fait un coup formidable, il va râler parce que je sais pas quoi, machin. On sent qu'il n'y a pas une implication mentale de tous les instants. Et quand on voit la qualité de ce que font les Djokovic, les Nadal ou les Federer, voire d'une certaine façon Murray, quand ça devient encore plus dur, ils sont encore plus forts.
Et les Français, quand ça devient encore plus dur, on a la sensation qu'ils ne peuvent pas être encore plus forts. Il leur manque quelque chose pour dire, attends, toi, tu m'as fait mal, mais moi, je vais te faire encore plus mal, tu vois. Et ça se retrouve aussi en Coupe Davis, par moments où on se dit, c'est pas possible, merde, ils vont bouger quand même, ils vont faire quelque chose, des choses comme ça. Et on a la sensation que peut-être, on se contente d'être 5e ou 6e, ce qui est formidable, hein, intrinsèquement c'est formidable, et que cette volonté absolue, ce que dégage Nadal de façon incroyable, le gars, il souffre, et il va dire, mais si moi je souffre, mais lui il va être dans quel état en face? Si je continue à tenir le truc et aller chercher, il y a 2 balles de break à sauver, je vais les sauver. Quand il y a 2 balles de break à sauver dans un moment chaud avec les Français, ils disent, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Son gars a eu des périodes où on avait le sentiment qu'il était comme ça, justement. Bah, moi maintenant, j'ai la sensation qu'il et toujours vraiment dedans mentalement. Moi, je vous trouve un peu sévère avec les Français. Mais c'est normal parce qu'on est plus observateur des Français que des autres joueurs de n'importe quel pays. On l'a dit, d'abord, il y a 3 joueurs qui dominent tout, qui ne laissent aucune place, en tout cas en Grand Chelem, aux autres. Et ensuite, en tennis, il n'y a qu'un classement. Il y a une hiérarchie mondiale. C'est pas comme en athlétisme, vous avez X disciplines ou en natation, etc. Donc, les médailles d'or, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a qu'un numéro 1 mondial. Et effectivement, quand la place est bien occupée, et les premières places mondiales sont bien occupées, comment se faire un chemin là-dedans? C'est très difficile. Donc, le tennis français, globalement, se porte bien, effectivement. On est toujours bien représenté parmi les 100 premiers mondiaux. Bonne densité. Même dans les 10, on est parfois présent. Donc, mais en revanche... Genre, à un moment, il y avait une finale entre Djokovic et Joe en Australie. Bon, si on voit la différence qu'il y a eu derrière, mais pourquoi il y a autant de différence finalement entre 2 garçons qui étaient en finale d'un tournoi du Grand Chelem et qui étaient là pour se disputer pendant des années, les années à venir, d'autres Grands Chelems, et ben on n'y est plus. Qu'est-ce qui a fait la différence? Mais qu'est-ce qui compose un champion? Jean-Paul en parlait tout à l'heure, c'est un certain nombre d'éléments différents, parmi lesquels il y a le mental, il y a le physique, il y a la technique, je pense que Joe n'a pas toutes les qualités qu'a Djokovic, tout simplement. Ouais. Mais on ne peut pas... S'il n'y avait que des numéros 1 mondiaux potentiels, tout le monde serait numéro 1 ex aequo. Il n'y a qu'une place. Donc cette place, il faut bien qu'elle soit occupée. Personne ne peut dire, par exemple, je sais pas, Gilles Simon, il peut être numéro 1 mondial, même si je respecte beaucoup ce qu'il fait. Mais Joe non plus. Joe, on avait ce sentiment-là parce qu'il était en finale d'un Grand Chelem. Non, mais Arnaud Clément aussi a été en finale d'un Grand Chelem. C'est qu'il était en finale une année où il était en train de n'avoir aucun problème à aucun niveau. C'était l'arrivée d'un nouveau joueur. Plein de fraîcheur. Et il a fait un match contre Nadal en demi-finale dont il dit lui-même que jamais il rejouera un match comme celui-là. À revoir sur Tennis Play. Ensuite, il est dans cette finale qu'il perd. Et puis, bon, alors après, il y a quelques problèmes de blessures physiques, mais il se rend... Oui, mais c'est pas l'excuse absolue, ça fait partie des critères du talent, mais on sent qu'il a fait une pointe à la Pecci, et puis qu'il revient à un niveau qui est un niveau moyen, et après, il faut ramer pour revenir éventuellement au niveau des 3 meilleurs. Alors, allez, sans être... Moi, je suis tout à fait admiratif des joueurs français. Il n'en reste pas moins que si vous reprenez les 10 meilleurs joueurs du monde, tous les joueurs qui sont dans les meilleurs ont de meilleures techniques que les joueurs français. Mon fils, c'est abracadabrant ce qu'il fait. Gasquet, coup droit, quand même, qui laisse à désirer, même en service. Tsonga, pendant les 5 dernières années, là maintenant ça va mieux, il ne savait pas faire un revers plus loin que la ligne de service. Non mais c'est vrai ça. Il ne retournait pas non plus. Donc déjà un problème technique. Ensuite, des problèmes physiques nombreux, parce que la qualité physique d'un Federer, d'un Nadal, d'un Djokovic, on ne la retrouve nulle part. Sur aucun Français, on dit que mon fils a le meilleur physique de tous les joueurs de tennis réunis. Faux. Quand mon fils est à 1 mètre à l'intérieur de la ligne de fond de cours, la vitesse de déplacement qu'il montre comparée à un Nadal et les ajustements de placement, mais on est à 10 lieues. Alors, il se déplace très, très vite, à 5 mètres derrière. Il couvre un terrain fabuleux. Donc, il y a quand même des choses qui leur manquent. Alors, est-ce qu'on peut encore les améliorer avec beaucoup de travail, plus de travail, d'autres choses? Il faut voir. Mais la première chose que moi, je remarque, c'est que, malheureusement pour nous, ils n'ont pas le niveau de talent de ces 4 premiers, quoi. Voilà. Mais Yannick Noah a quand même réussi à gagner. Oui, Yannick qui n'avait pas non plus
qui avait non aussi plus d'immenses qualités, mais aussi pas mal de faiblesses. Oui, mais Yannick a gagné 23 tournois, il a gagné Roland-Garros, et ceux de son époque qui étaient les meilleurs, ils ont gagné 70, 75 tournois. Yannick n'a pas joué beaucoup d'autres finales de Grand Chelem. Non, il a gagné sur Roland-Garros. En jouer une autre. C'est fantastique, il était dedans, il voulait le il gagner. était habité par l'idée de la victoire. Ouais. Et depuis Noah, combien de joueurs français a-t-on vu habités par l'idée, la volonté de gagner Roland-Garros? Même avec un flingue sur la tempe, je maintiendrai ce que je vais dire. Je pense qu'Henri Lecomte méritait de gagner Roland-Garros et qu'il aurait pu le faire en 88, même sous la menace, je le hurlerai s'il le faut. Non, mais s'il n'avait pas plu, c'était possible. S'il n'avait pas plu ce jour-là contre Wilander en 88, malheureusement. Mais, et mon fils, je regrette ça, parce que quel est le Français qui a eu les meilleurs résultats ces dernières années à Roland-Garros? C'est Gaël Monfils, une demi-finale en 2008, d'autres quarts de finale. Pas loin de battre Federer. Et en 2008, un petit peu avant, il bat Ferrer avant, énorme surprise, et il dit « je veux gagner, je veux aller au bout, je suis en mission », etc. Enfin, il y avait cette idée de victoire finale qui apparaissait dans ses déclarations. Aujourd'hui, Gaël Monfils ne parle plus d'éventuelles victoires à Roland-Garros. Il provoquerait les rires en conférence de presse, forcément. Mais Tsonga, pareil, il y a 2 ans, je veux éclater tout le monde sur terre battue, faire un énorme truc à Roland. Qu'est-ce qu'il dit de son gars la semaine dernière? Non, aucun Français gagnera Roland-Garros cette année. Alors peut-être que ça se joue aussi dans la tête et dans ce côté mission qu'avait Gaël Monfils. Il faudrait que quelqu'un le retrouve. Alors comment faire pour raviver la flamme? On va voir Henri là sur le plateau, parce que ce qu'on ne fait jamais, ou quand on le fait, on obtient rarement de réponse. Pour quelle raison le joueur, pourquoi pense-t-il qu'il n'a pas gagné ce match? Henri, il sait pourquoi. Nous, on suppose, on regarde, on voit, on dit à tel moment il y a eu ça, il y a tel moment il y a eu ça. Mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi à tel moment il a foutu le coup droit en bas du filet alors que celui qui a gagné, il l'a mis à 10 cm au-dessus de la bande et il est rentré? C'est une partie de talent, concentration mentale, le courage, de lâcher le coup, de le mettre dans le cours, de le vouloir, qui manque à un moment. Il faut que les joueurs donnent à un moment donné l'explication qu'on voudrait avoir. Ils sont pas aussi longtemps qu'ils sont dans le coup, ils sont pas assez courageux pour le dire. Ils n'ont aucune raison de le dire parce que ça les diminuerait à leurs yeux, aux yeux des autres. Mais quand ils ont fini de jouer, ils savent très bien pourquoi ils ont perdu une finale ou une demi-finale, ou pourquoi ils sont arrêtés à la 6e place et qu'ils ne sont pas allés à la première. Parce que ce n'est pas toujours le fait de n'avoir pas assez travaillé ou de n'avoir pas été assez courageux au labeur. C'est quelquefois, souvent, parce que on ne peut pas faire mieux non plus. Hein, ça arrive. Pour revenir à Rafael Nadal et à son incroyable mental. Là, on est dans un autre univers. Là. Non, mais justement, quand il perd à Wimbledon contre Federer, donc ça doit être en 2007. La première finale qu'il perd. Voilà. Ça, c'est ce qu'il raconte ça dans son livre. C'est extraordinaire. Incroyable. C'est extraordinaire. Le mec, il est dans la douche tout seul. 2006, la première finale. Il met la douche et pendant 20 minutes, il est sous la douche, il est assis et il pleure. Il pleure et personne n'ose aller lui parler. Parce qu'il a le sentiment qu'il vient de laisser passer le truc et qu'il ne gagnera plus jamais Wimbledon. Unique, il dit pas passé loin, mais je suis passé à côté. Je sais pourquoi je suis passé à côté. À 4-2, je ne sais plus quoi, il raconte le truc en détail. Des balles de break au début du 5e. Et il dit jamais plus de ma vie, je ne veux revivre ça. Jamais plus de ma vie. Tout ça. Et quand il rejoue la fameuse finale, et de nouveau c'est interrompu par la pluie, et là tout le monde se dit putain, c'est terrible pour Rafa, parce que là, Roger va revenir dans le truc. Et lui, il rassure tout son entourage dans les vestiaires en disant non, c'est bon, là, je sais que je vais gagner. Très bien. Et en fait, il est tellement porté encore par ce souvenir-là qu'il ne veut plus vivre, qu'il se dit je vais tout donner. Et l'autre, il va pas gagner. Et je trouve que bon, voilà. De façon instinctive, moi, souvent, je parlais de Nadal en disant c'est un des rares mecs qui a peut-être le mental. Aller d'un Tiger Woods de la grande époque et tout ça. Et j'étais très étonné que dans le livre, il dit moi, j'ai personne comme idole, personne comme fan. Il y a qu'un type que je respecte énormément, c'est Tiger Woods pour son aspect mental en disant je ne veux pas perdre le dernier jour, même si je suis à 3 coups, je peux gagner. Et ça, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'inculque? Est-ce qu'on peut le travailler? On l'a. Ou on l'a pas? On peut. Oui, on l'a pas. C'est-à-dire où tu as 9-6 dans les pattes, où tu as 10-5 dans les pattes. Et en travaillant beaucoup, tu peux arriver à 10-2, 10-1, mais tu arriveras pas au 9-6. J'ai une image, une dernière dont on va parler. McEnroe, quand il a une deuxième balle de service de l'adversaire, qui va lui donner la possibilité de gagner le break. McEnroe, quand il ratait un retour de service sur une deuxième balle, vous savez ce qu'il faisait? Il s'étranglait. Il se prenait là au cou, il se serrait les carotides jusqu'à pratiquement ne plus avoir d'air, tellement ça le rendait cinglé, ça.
Moi, j'ai jamais vu Gasquet s'étrangler en faisant une deuxième balle de service. On va pas non plus se flageller, Jean-Paul. Mais si. Une balle de Si. Bon, messieurs, on va refermer ce chapitre sur le tennis français et on va passer dans quelques instants à l'effet rétro de Julien. Radio Tennis Play. Julien, je le disais tout à l'heure, au moment où nous enregistrons cette émission, le coup d'envoi des qualifs à Roland-Garros a été donné. Tu vas justement nous rappeler quelques belles histoires des qualifs de Roland-Garros au cours de ces dernières années. Un effet rétro un peu fourre-tout. Les qualifications, c'est quoi? On pourrait faire une bande-annonce un peu façon télé-réalité. Ils sont 128. Il n'y a que 16 places. 4 jours pour les départager. Voilà, c'est ça les qualifs. 128 filmés gars, par 128 caméras. presque autant de filles. Il y a très peu de places. C'est les dernières places à choper dans le grand malheureusement, tableau. ils ne sont pas filmés, justement. C'est un peu dommage. C'est pas filmé. C'est passé sur Eurosport une année, il y a très longtemps. Absolument. Ouais. Mais il y a pas mal de spectateurs, de plus en plus. Ça se rejoue au stade Roland-Garros depuis 1995. Avant, c'était à Jean-Bouin. Ça existe depuis les années 50. Beaucoup y sont passés. C'est là qu'on a vu à Paris McEnroe pour la première fois en 77. Graf, votre ex-fiancé, Jean-Paul, Wilander, Edberg, Tsonga, Djokovic, entre autres. On a vu Tsonga jouer devant 20 personnes en 2004 contre Takao Suzuki, un japonais. J'étais là, c'était marrant, sur le cours numéro 9. On y voit parfois le meilleur match du tournoi. C'est arrivé en 2008, un match entre Bozoliats et Hartfield, match culte. Ceux qui étaient là avec moi savent de quoi je parle. Non, c'est vrai. Ils étaient deux là. Bozoliats et Moi, Hartfield. j'ai pas entendu. Match extraordinaire. Mais ils étaient prêts à mourir sur le cours. C'est ça qui est génial au qualif. Oui. Ils sont prêts à mourir sur le court parce qu'on joue très gros. Ce sont des joueurs qui ont des petits problèmes financiers. Bon, ça va à peu près, mais bon, le prize money cette année de près de 20 000 euros au premier tour, c'est une somme énorme quand on se qualifie quand même, qui peut ramener pas mal de beurre. Annuel pour certains, pour beaucoup de voilà, bon, pour les joueurs, c'est pas toujours évident parce qu'il faut payer l'hôtel et tout ça. Jean-Paul, je vous apprends rien. Et alors, Jean-Paul, j'ai eu une discussion avec vous l'autre jour. Vous m'avez dit non, j'ai jamais fait les qualifs, si peut-être une fois dans les années 60. Or, je suis allé sur le site de Il n'y avait pas de qualif dans les années 60. Si, ça existe depuis le début des années 50. Je suis allé sur le site de la Fédé internationale, j'ai tapé votre nom, Jean-Paul Lotte, qu'est-ce que je vois? Vous avez joué les qualifs, peut-être dans les années 60. Il aurait fallu que j'aille dans la presse de cette époque, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, mais vous avez joué en 74. Comment avez-vous pu oublier votre victoire sur Jean-Luc Boutet au premier tour, sur le score de 6-3, 7-5, avant une défaite ensuite? Je ne pense pas que le site se trompe, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'erreurs sur le site de l'ITF. Avant de perdre contre Thierry Bernasconi, 6-2, 6-4, au tour suivant. Jean-Paul. Il ne s'agit pas de moi. Est-ce que vous avez un homonyme? C'est vous? Je dois avoir un... Non, j'ai pas... En 74... Né à Strasbourg en 39. Il y a plusieurs Jean-Paul Lotte nés à Strasbourg en 39. Non, je suis sûr de ce que je dis. En 74, je n'avais pas le niveau de jouer les qualifications de Roland-Garros. Pourtant, vous les avez joués dans un état amnésique. Alors, sans bon, alors, merci. Dis oui, allez, j'ai joué. Combien j'ai battu Boutet et qui encore? Et vous avez perdu au tour d'après. À l'avant, il y avait encore un tour après pour se qualifier. Et vous étiez à 5 matchs de jouer à Orantes en quart de finale. C'est pas possible d'être aussi loin de la victoire que ça. J'avais le mental. C'était dans le petit tableau d'Orantes. Allez, une belle histoire des qualifs, une histoire que j'aime beaucoup. Vous savez que quand on perd au dernier tour des qualifs, il faut quand même rester à Paris. Des fois qu'il y a un forfait dans le grand tableau, on prend sa place. Très belle cette histoire. C'est ce qu'on appelle un lucky loser. Une histoire que j'ai pu compléter grâce à Tennis Magazine de l'époque d'ailleurs, parce qu'il manquait un petit truc, et Tennis Magazine numéro 4 évoque cette histoire, avec Panatta en couverture. Ça se passe donc en 76. Un joueur belge, Bernard Mignot, avait perdu au dernier tour des qualifications. Disons-le clairement, ça le faisait chier d'attendre 2 jours un éventuel forfait. Il attend tout le lundi, il s'emmerde, il n'y a pas de forfait. Le mardi, il dit à Jacques Dorfman, juge arbitre, j'en peux plus, je vais au cinéma. Et dans Tennis Magazine, on apprend qu'il est allé voir L'année sainte de Jean Giraud avec Jean Gabin, donc il n'avait vraiment rien d'autre à foutre parce que c'est un navet. Le film était sorti quelques semaines plus tôt. Et évidemment, pendant qu'il est au cinéma, il y a un forfait de Brian Ferly et il y a une place à prendre dans le tableau, mais lui, il ne le sait pas. Il est au cinéma. Même avec un portable, même avec un portable, ça n'aurait rien changé. Et il arrive au stade et Dorfman lui dit tu tombes bien, il y a un forfait, tu joues tout de suite. Là. Donc, il joue Bertolucci 5 minutes après être arrivé, il ne pensait même pas jouer. Il gagne. Il faut savoir que c'est un joueur de 3e plan. Il gagne son premier tour, il gagnera son 2e tour, il gagnera son 3e tour et il ira jusqu'en 8e de finale. Et ce fut la plus belle performance de sa carrière. C'est une histoire magnifique. S'il avait été voir un film un petit peu plus long que ce film de Jean Giraud,
Il n'aurait été jamais en huitième de finale. Et celui qui sort des qualifs et qui est allé le plus loin, c'est pas Philippe de Wulf. Chez les hommes, Encore un Belge. en 97. Demi-finaliste. Il y a des histoires de Belges. Et on parlait d'argent, des problèmes financiers. Il avait eu cette réflexion formidable. L'humour belge est passé par là aussi. Je vais enfin pouvoir m'acheter une chaîne IFI. J'avais trouvé ça extraordinaire. Il a battu Correggia notamment en quart de finale. Magnifique parcours. Si on a un qualifié en demi-finale cette année, ce serait incroyable. Quelques noms des joueurs qui disputent les qualifs. Il y a un ancien numéro 2 mondial, Tomias, qui est là. Il y a Robbie Ginepri, ancien membre du top 20, l'américain qui avait été demi-finaliste à l'US Open en 2005. Et il y a Velotti, vainqueur junior en 2010 notamment. Et puis chez les Français, on a Stéphane Robert, dont on parlait tout à l'heure. Et puis également Jocelyn Wana. Et chez les filles? Ça commence demain, on n'a pas encore le tableau. Ça commence mercredi, les filles. Julien, merci de cet effet rétro et avoir cité Jean Giraud dans Radio Tennis Play. Il fallait quand même le faire. Bravo à toi. Radio Tennis Play. Allez, on passe au tweet de la semaine. Il est signé mercredi dernier d'une figure de Roland-Garros et aussi collègue de Lionel Chamoulot. C'est Nelson Montfort qui, via son compte Twitter, annonce son départ de France Télévisions après Roland-Garros. Alors évidemment, j'y arrive. La nouvelle est inattendue, évidemment, mais pas improbable. Le sémillant Nelson étant au cœur d'une nouvelle affaire. Et oui, par erreur, par négligence, Nelson Montfort a mis à la poubelle 25 ans d'archives de son collègue Patrick Montels, qui, on l'imagine, a provoqué une belle tempête interne. Bref, le timing de ce départ est plutôt plausible. Sauf que Nelson Montfort n'a pas de compte Twitter. C'est évidemment une usurpation d'identité. L'intéressé est donc obligé de démentir. Je reste sur France Télévisions, c'est une usurpation d'identité, déclare-t-il à l'AFP. Voilà, c'est aussi ça, Twitter, des petits malins qui font des blagues plus ou moins drôles. Bon, celle-ci a plutôt fait rire, sauf l'intéressé, j'imagine. Ouais, mais est-ce que justement les joueurs, ils tweetent beaucoup de tennis et parfois ils balancent des petits trucs que les commentateurs ou les observateurs reprennent, alors que souvent ils donnent des fausses pistes. Donc c'est vraiment, là c'est le cas. On peut, là c'est quelqu'un qui a même créé vraiment quelque chose de toute pièce. C'est pas ça, vraiment. Et ça a marché. Oignons, et évidemment, ça a été repris rapidement. Mais c'est aussi la preuve que je fais partie d'une génération qui a pas grandi avec ça, qu'il faut se méfier, mais alors, comme de la peste de cette affaire. Allez, on file au quiz. Radio Tennis Play. Le quiz, mes amis. Présence de Lionel Chamoulot oblige. On va vous proposer un questionnaire télévision et Roland-Garros. Hein, Jean-Paul, attentif. Non, je ne suis pas là. Il faut dire que depuis une quarantaine d'années, les deux sont évidemment intimement liés. Alors, messieurs, la première année, est-ce que vous pouvez me donner la première année où on a diffusé un match de Roland-Garros en direct à la télévision française? Ça remonte. Hein. Qui dès 74? Oh là là, il faut bien remonter avant, bien avant. Pas la totalité du tournoi, mais un match. J'ai pas de... Fin des années 60 Allez, perdons pas de temps. 1960. En 1960. Lionel. J'ai dit fin des années 60, mais... Et c'était qui commenté par Georges Decaune. C'était la finale Pietrangeli contre Ayala. Ils ont tout fait à la télévision. Et ils ont diffusé que 2 sets. Le deuxième et le troisième, c'est une finale qui a duré 4 sets. Et à la fin du troisième set, il n'y avait qu'une chaîne à cette époque-là. Il y avait le tiercé ou quelque chose d'autre. Noir et blanc? Noir et blanc, évidemment. Ah oui, justement, c'est le sujet de ma deuxième question. En quelle année Roland-Garros a-t-il été retransmis pour la première fois en couleur? 74 Ah, pas mal. 73? Non, mieux, plus haut. 75? Voilà, c'est 1975. Comme quoi, hein, on oublie ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui l'ont connu, le noir et blanc. Oublié, parce que non, mais j'ai évalué là-dessus. C'était au moment de la naissance d'Antenne 2 à l'époque, de la deuxième chaîne. Et je me rappelle que les directeurs de l'époque étaient venus sur le plateau. Alors, ils étaient sinistres dans leur costume. Et puis, Madame, Monsieur, bonjour. La couleur. Nous allons lancer la 2 avec la couleur. Et c'était passé effectivement du noir et blanc à la couleur. Et ça avait marché. Alors là, c'est vraiment une question piège, parce que, pour ne rien vous cacher, c'est évidemment Julien, ce psychopathe, qui a préparé les questions de ce quiz. Donc il a les réponses. Première année où le tournoi a été diffusé dès le premier tour, parce qu'auparavant,
il n'y avait pas les premiers tours qui étaient Ça changeait d'une année à l'autre, en fait. Ouais. Parfois, on avait à partir des quarts, des demi, parfois à partir des huitièmes. On savait. Ça Mais dépendait de la va- disponibilité. faut être dans les années 80, là, quasiment. Non Avant, Pas mal. C'est un tout 78. petit peu avant. Ouais, absolument. C'est 1978. C'était un peu vicieux comme question, parce qu'en Ouais. 77, on diffuse à partir du deuxième tour. Ouais. Et jusqu'en 1977, une seule personne est au commentaire. Et on va vraiment Christian, passer. non Ouais, on va vraiment passer au duo. Quel a été le premier duo qui est commenté Duo Roland Garros? Barthès. Darmon, Non. Pierre Darmon avec... Là aussi, c'est assez inattendu. hein. C'est inattendu parce qu'ils Ah ouais. l'ont fait qu'une fois ou deux. Bon, vas-y. C'est Roger Coudert et Yvon Petra. Ouais, c'était pas évident. À Roland Couder a fait Roland. Oui, c'est possible, puisque j'avais engagé Yvon Petra pour être consultant Français, oui, ancien vainqueur de Wimbledon, Petra, en 46. Voilà une question, Ancien ou dernier vainqueur Dernier vainqueur. aussi. Dernier vainqueur, malheureusement. Français, dernier vainqueur français. une question Oui, François. extrêmement difficile. Combien de fois Jean-Paul Lotte a-t-il dit PAN à l'antenne? 9789 fois, 22 333 fois, 56 819 Non, fois. c'était pour se moquer gentiment. Bon, On leur faisait la nuit après, parce qu'on regardait Roland Garros toute la journée à la télé. Donc les gens finissaient par se mettre des trucs dans les oreilles. Alors, en quelle année a été installée la fameuse terrasse de France Télévisions? Est-ce que Lionel Je se dirais souvient de ça? une petite dizaine d'années maintenant. Enfin, s'il y en a eu deux. Hein. Il y en a une Ah, qui oui, était... Ouais. Oh, mais la vraie, la grande, la belle. Ah, la vraie, la Ah, grande. Ah non, c'est non, toi, la tu me- première ah, tu me terrasse. parles de la première terrasse. 92, la première. S'il y en a eu deux. On a changé. C'était un combat très rude à mener d'ailleurs avec les responsables de Roland Garros. Ouais. Donc c'était 93 ou 14, quelque chose comme ça. Pas mal, c'est 96. 96, ouais. Ouais, Ouais, parce qu'on était sur le toit du... Je me rappelle au début. Mais d'ailleurs, l'angle de vue était beaucoup plus sympa. Et après, on a demandé à rendre ça un petit peu obligatoire, d'avoir quelque chose de plus structuré. Et au début, d'ailleurs, il devait y avoir plusieurs chaînes de télé qui devaient être là, les Américains, les Espagnols, bon, ça. Puis finalement, on a réquisitionné toute la tour. Et donc, il y a le plateau qui est un peu haut, mais enfin, c'est magnifique quand même. La salle de restaurant, le bar d'accueil, quoi. Donc, voilà, c'est la tour France Télévisions. Et alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que de temps en temps, les gens arrivent au stade. Et ils disent, alors c'est où là? Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Ils regardent où est la tour. C'est un repère pour eux qui fait partie du stade véritablement, quoi. Et les gens la visitent d'ailleurs. La visite. Mm. ouais. Allez, dernière question. Quel a été le premier match commenté par Lionel Chamoulot, ici présent, à Roland-Garros? Alors, je vais l'apprendre et ça m'intéresse parce que je vais commenter mon 25e Roland Garros de suite. 25. Et, Vous avez commenté Wimbledon avant de J'ai commenté Roland Garros, Wimbledon sur la deux. avant, ouais. Et d'ailleurs, on va rendre hommage à Christian Kidet parce que Christian, d'une part, a réussi à avoir le contrat pour. Alors à l'époque, c'était Antenne 2 FR3. Et Philippe Chatrier était très très admiratif de ce que faisait la BBC sur la double diffusion de Wimbledon. Et donc, il a instauré ça pour avoir le contrat parce que TF1 n'avait pas cette possibilité. Donc, ça avait été un élément déclencheur pour l'avoir. Et donc, il m'avait effectivement entendu commenter Wimbledon. Il m'avait dit, bon, bah, tiens, ça a l'air de bien se passer, allons-y. Et donc, le premier match, je ne crois pas qu'on les commenté ensemble d'ailleurs. Non. Je pense que j'étais avec Patrice Dominguez. C'était le 23 mai 88. Et c'était sans doute les filles, non? Absolument. C'était un match de Les filles. ouais. filles. Catherine Tanvier, Ouais. Katharina Maleva. Alors là, tant mieux, je m'en souviens même Maleva, je sais pas. Ah oui? Ouais. C'est marrant ça. Et donc, il y avait donc Jean-Paul qui était avec Daniel Casal. oui. Et, Michel Drey était pas Michel loin non plus. Drey Ouais. était, alors, Michel Drey, comme à l'époque, C'est les enfants choses de la étaient... télé, là. Oui, il était séparé. Non, mais ce qu'on faisait, c'était une double diffusion. Il y avait le central sur Antenne 2 et le cours numéro 1 sur FR3. Ah, ouais, ouais. Voilà, et Michel était avec Pierre Oui, Barthès Il y avait Geoffrey, il y avait, il y en François, était plusieurs, oui. que Casal appelait François une armada. Ier. François Ier, Casalou qui, quand des moments très très tendus, se tournait vers Geoffrey en lui disant alors François Ier, vous pensez quoi de cela? Quel est votre Bon. meilleur souvenir à l'antenne? Juste une Allez. petite question, on en profite. On a Lionel Chamoulot. Mais moi, En 24 ans. C'est un match qui n'a pas eu lieu. C'est la finale des filles entre Aranxa Sanchez et Marie. Le jour où il pleut, Le jour toute où la il journée. pleut. Et on a passé un moment délicieux parce que tout le monde avait envie, bien sûr, que ce match ait lieu. Il a été lancé, je crois que ça a joué 7 minutes ou quelque chose comme ça. Il y a eu 2 jeux et demi ou 3 jeux qui ont été disputés. Puis après, tout le monde se dit, bon, on va attendre. Et nous, on nous disait, gardez l'antenne. Et puis, il y avait une ambiance. Alors, les premières Ola qu'on voyait à Roland-Garros, il y a eu Sacha Distel qui a chanté une chanson, Marie Pierce qui est arrivée finalement au micro de Nelson, et tout ça. Et donc, on s'est dit, tiens, on est resté, je crois, 1h30 à l'antenne, sans match. Ouais. Et on s'est dit, C'est un bon exercice. Ouais, on va boire le bouillon, là, parce que
c'est une bâche tendue, puis on attend, quoi. Puis au bout d'un moment, on nous dit, bah non, ça se jouera le lendemain. Et finalement, l'audience de cette non-finale avait été supérieure à la finale qui avait eu lieu le lendemain, parce que les gens se sont amusés à suivre ce match. Il y a de quoi se poser des questions. Ouais. Et on avait trouvé ça vraiment rafraîchissant à tout point de vue. Radio Tennis Play. Fin donc de ce numéro 16 de Radio Tennis Play. Merci à vous quatre, merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV. Mais attention avec Twitter, Lionel vous a mis en garde, ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine. Nice ATP 250 qui a plein de problèmes de programmation parce qu'il pleut sur la Côte d'Azur. Eh bien, ce tournoi de Nice est proposé par Sport+. Strasbourg, tournoi cher à Jean-Paul, WTA, est lui diffusé par ma chaîne Sport, tandis qu'Eurosport couvre le tournoi de Bruxelles. Et puis, dimanche, évidemment, c'est le coup d'envoi de Roland-Garros sur France Télévisions, mais aussi sur Eurosport. Pendant Roland-Garros, Tennis Play n'est pas en reste, bien sûr. On vous proposera chaque jour un coup de zoom sur l'un des matchs mythiques de l'histoire du tournoi. Un match qui vous est évidemment proposé par Tennis Play, canal 140 de la Freebox ou par le menu VOD. Et évidemment, toujours sur le web. Et puis, vous pouvez toujours évidemment aller acheter le numéro pré-Roland-Garros de Tennis Magazine. On annonce déjà indispensable. l'affiche de la finale. Ah oui. Djokovic, la coupe de l'impossible. Le Tennis Magazine ne se trompe jamais. Ça tient encore. Mais on a Allez, rendez-vous la semaine prochaine en plein Roland-Garros donc, car pour aujourd'hui... C'est fini. C'est fini, Michel. C'est fini. C'est fini.